Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va parler un peu de ce qui se passe en Ukraine et on va parler du saillant de Koursk où c'est quasi officiel. La Russie a récupéré au moins 90% du territoire de Koursk, de tout ce qui avait été pris par l'armée ukrainienne. Et les rapports disent que quasiment 7000 soldats ukrainiens sont encore dans le territoire et encerclés par les forces armées russes. Ces soldats, c'est des soldats d'élite, c'est quelques-unes des meilleures brigades de l'armée ukrainienne et ils sont complètement encerclés et à la merci des forces russes. Hier, Poutine a déclaré que ces soldats, soit ils se rendaient, soit ils étaient morts. À ce à quoi Trump a répondu s'il vous plaît, soyez indulgents avec eux, ne les tuez pas. Et donc Poutine a répondu, s'ils se rendent, s'ils rendent les armes, alors il pourra garantir leur sécurité. Faut le dire, c'est une vraie défaite pour les Ukrainiens. On savait déjà depuis longtemps que les Russes gagnaient la guerre. Et Koursk, c'était la dernière carte majeure de Zelensky. C'était son faire-valoir au niveau international. Il arrivait encore à faire passer le message que l'armée ukrainienne avait réussi un tour de force en récupérant des territoires russes, ce qui n'était plus arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands. Mais là, il est complètement perdu. Zelensky, c'est un homme politique, il est politiquement mort. C'est-à-dire que ni les Américains, ni les Russes ne veulent plus du tout négocier avec lui. Donc les Ukrainiens ont parlé les Américains et les Ukrainiens ont demandé un cessez-le-feu de 30 jours. Certainement aussi pour récupérer les soldats encerclés à Koursk et aussi peut-être pouvoir organiser des élections en Ukraine et avoir un nouveau leader avec qui négocier. C'était une demande des Russes, c'est une demande de Trump, parce qu'après ce qui s'est passé dans le bureau ovale et l'engueulade qu'ils ont eue avec J.D. Vance, Trump et Zelensky, c'est sûr que l'administration Trump ne veut plus rien avoir à faire avec Zelensky. Pour le moment, Zelensky est encore là. Ils sont quand même obligés de composer avec lui. Mais l'objectif vraiment, c'est de l'écarter. Et pour preuve, les dernières négociations, celles qui ont conduit au cessez-le-feu de 30 jours, enfin, à la proposition de cessez-le-feu de 30 jours, à Jeddah en Arabie Saoudite, Zelensky n'a pas été invité aux négociations. Il était à Jeddah, mais il n'a pas rencontré les Américains pour discuter de cet hypothétique cessez-le-feu. De toute manière, Poutine a répondu clairement que non, qu'il n'acceptait pas ce cessez-le-feu. Et même si tous les médias en Europe, en France particulièrement, ont titré que Poutine acceptait ce pourparler, finalement c'est parce que Poutine c'est un diplomate né, et donc il a réussi
a expliqué gentiment que oui, il était pour un cessez-le-feu, évidemment. Oui, il était pour la paix, mais sous ses conditions à lui. Et ces conditions à lui, on les connaît. Il veut que les forces armées ukrainiennes se retirent des 4 oblasts. Il veut que le régime de Zelensky change et qu'à la place, il y ait un président au moins favorable aux intérêts russes. Il veut une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine. Alors, on pourrait penser que les 4 oblasts, donc c'est Lugansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson seraient la zone tampon. Mais si on suit la logique des événements, ces 4 oblasts maintenant font partie de la Nouvelle-Russie. Donc la zone tampon, ce serait entre ces 4 oblasts et on suppose la rivière Dniepr, le fleuve Dniepr. Trump, lui, malgré qu'après la réponse de Poutine, qui refusait entre guillemets le cessez-le-feu, a réimposé des sanctions à la Russie, des sanctions que l'administration Biden avait mis en place sur l'énergie, que Trump avait mis en pause, et là il les a remis en vigueur. Mais tout ça c'est de la politique, c'est vraiment pour ne pas passer pour un faible. Mais finalement, tous les analystes le disent, c'est que Trump, il est extrêmement réaliste. Il a compris que l'Ukraine avait perdu la guerre. Il a compris que les États-Unis et l'Europe, malgré tout l'argent, toutes les armes, toute l'intelligence, c'est-à-dire le renseignement, n'ont pas réussi à défaire la Russie. La Russie, en 2025, est beaucoup plus forte qu'en 2022. Et il a compris qu'on ne peut pas battre la Russie sur le terrain ukrainien. Donc lui, son intérêt, c'est de faire du business. C'est un businessman. Donc pour tous les businessmen, la règle est simple. On arrive à faire des bonnes affaires en temps de paix. On ne fait pas des bonnes affaires en temps de guerre. Et donc son objectif à lui, son vrai objectif, c'est de faire cesser les hostilités pour pouvoir derrière refaire du business. Et quand je dis refaire du business, en fait, lui, ce qu'il a en tête, c'est les BRICS. Alors les BRICS, vous le savez, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et donc eux, depuis maintenant quelques années, un de leurs objectifs, c'est aussi la dédollarisation. Donc ils ont acheté beaucoup d'or et au dernier sommet de Kazan, ils étaient prêts à lancer une monnaie commune qui finalement se fera pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre ces pays-là et beaucoup d'autres pays finalement, il n'y a pas longtemps, il y a l'Indonésie qui est un énorme pays qui a rejoint les BRICS. On a l'Arabie Saoudite qui n'est pas officiellement dans les BRICS, mais qui est très très proche. Et donc tous ces pays-là commercent dans leurs devises. Et quand on commerce dans ces devises, on n'a pas besoin de commercer en dollars. Ce qui fait que la valeur du dollar, elle chute. Et ça, c'est très très mauvais pour les affaires américaines. Trump le sait. Et il veut rétablir un peu la confiance dans ce dollar qui a été tellement militarisé depuis ces 20-30 dernières années. Quand on militarise une monnaie comme ça, comme le dollar, qu'est-ce que pensent les gros pays, vraiment les pays importants? Si je commerce en dollars, si toutes mes devises sont en dollars, le jour où les États-Unis, ils sont pas contents,
ils mettent des sanctions et l'économie se retrouve vraiment en grande difficulté. Alors que s'ils commercent dans leur devise, ils sont en sécurité. Il y a plus de risque majeur pour l'économie et pour la situation politique dans son pays. Et donc ça, c'est vraiment l'idée BRICS. La Chine aussi est un gros sujet pour Trump. Il l'a dit, redit, il veut faire la guerre économique à la Chine. L'administration Biden disait qu'elle voulait faire la guerre tout court pour protéger Taïwan. Et donc, comme la Chine et la Russie sont extrêmement proches maintenant, alors qu'ils ne l'étaient pas avant la guerre. La Chine et la Russie ont toujours eu des relations tendues, mais des relations quand même. Ils sont voisins, ils commercent ensemble, ils essayent de se comprendre et surtout ils se respectent. Et la hantise, le cauchemar des Américains, c'était ça, c'était de voir la Russie et la Chine commercer, être main dans la main. Et beaucoup d'analystes pensent que ce rapprochement avec la Russie, c'est surtout pour éloigner les Russes des Chinois. Et donc, il faudrait vraiment être stupide pour penser que ça va arriver. Les Russes n'ont absolument aucune confiance aux Américains. Il y a eu 3 cessez-le-feu, 3 accords, Minsk 1, Minsk 2, en 2014, après Maïdan et la guerre entre le Donbass et l'Ukraine. Les cessez-le-feu ont été rompus par les Ukrainiens. Et ensuite, il y a eu Istanbul. Donc Istanbul en avril 2022, au début de la guerre en Ukraine. Eh ben, il y a eu un accord entre Zelensky et Poutine pour un cessez-le-feu et pour des discussions, parce que l'objectif c'était que l'Ukraine n'intègre jamais l'OTAN et qu'elle reste neutre. Et puis on sait ce qui s'est passé. Boris Johnson est arrivé sur son grand cheval et il a dit à Zelensky, non, n'accepte pas de cesser le feu. Nous, on s'occupe de mettre l'économie russe au parquet, de mettre l'économie russe à genoux. Toi, tu tiens bon 6 mois avec ton armée, on te donne toutes les armes qu'il faut, et comme ça, on gagne la guerre. Et la Russie est détruite. On change de président, on change de régime, et on récupère toutes les ressources russes. Et ça semblait un bon plan, sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc, maintenant que la guerre est perdue, parce que la guerre est perdue, il n'y a rien à faire. Maintenant, les Américains se retirent, ils retirent leurs billes. Trump, il aimerait qu'on ne dise pas que c'est lui qui a perdu cette guerre. D'ailleurs, il le répète à tort et à travers que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, que c'est la guerre de Biden, pas la sienne, que lui il veut la paix, qu'il veut que les armes cessent, qu'il veut que plus personne ne meure. Et donc, même si on croit pas du tout à ces bons sentiments, et que c'est plutôt du réalisme, eh bien, on est quand même soulagé de voir que, au moins du côté américain, on essaie de faire avancer les choses vers la paix. Les Européens, eux, je comprends pas. Ils sont va-t-en-guerre au possible. Ils ne parlent que de ça, de continuer la guerre avec la Russie, de protéger les valeurs de l'Ukraine, de rester fidèles, coûte que coûte. Ils font en ce moment sommet sur sommet pour
pour savoir ce qu'il faut faire, parce qu'en vrai, il faut le dire, ils sont en panique complète, ils savent absolument pas ce qu'ils doivent faire, et c'est normal qu'ils sachent pas quoi faire, parce qu'il n'y a rien à faire. L'Europe, elle est impuissante. Elle est impuissante depuis 30-40 ans, elle fait tout ce que les États-Unis lui disent de faire. Elle est suiviste, elle s'est démilitarisée, elle a laissé l'armée américaine s'occuper de l'OTAN, parce que l'OTAN, en fait, c'est l'armée américaine. Et donc maintenant, elle se retrouve cul nu. Elle peut rien faire, elle n'a pas de moyens, elle n'a aucun moyen militaire, elle n'a aucun moyen diplomatique. Les Russes ne veulent pas entendre parler des Européens. Trump, d'ailleurs, ne veut même pas entendre parler des Européens pendant les négociations. La preuve, en Arabie Saoudite, il n'y avait pas d'Européens. Et on a même entendu que Mohamed Ben Salman avait garanti à Trump que les négociations avec les Russes, et avait garanti aux Russes aussi, il n'y aurait pas d'Européens à la table, et il n'y aurait pas de perturbateurs européens. Donc les Européens sont là, font des grands discours de va-t-en guerre. Notre cher président, il a convoqué avant-hier 25 ou 30 chefs d'état-major européens pour un conseil de guerre qu'il ne peut pas faire. Mais je suppose que notre président, il a flairé un bon coup économique, en se disant, comme les Américains nous lâchent, on va faire un nouvel OTAN, et puis qui c'est qui a la puissance dominante militaire en Europe? Ce serait plutôt les Français, parce que les Anglais, ils sont plus dans l'Europe, et du coup, c'est les Français, c'est les seuls qui ont une arme, qui ont l'arme nucléaire, qui ont aussi une armée, alors qui est, on va dire, opérationnelle. Mais bon, elle est opérationnelle, ils ont fait que des petites opérations, surtout au Sahel, contre des terroristes. Donc c'est inimaginable d'envoyer l'armée française sur le sol ukrainien contre les Russes. Je veux dire, ils ont aucune chance. Ils ont aucune chance. C'est pas possible. Donc là, il aimerait bien se poser en leader européen, militaire, notre Macron. Mais ça marchera pas. Parce que déjà Orban et Fisco, ils sont déjà contre. Et même les Allemands. Les Allemands, ils sont vraiment pas d'accord de laisser les Français prendre le lead de l'Union européenne, même si ce serait que au niveau militaire. Je veux dire, les leaders de l'Union européenne, c'est les Allemands. Et donc là, Merz, le nouveau chancelier, il a déjà proposé 500 milliards d'investissements en Allemagne pour les infrastructures, dont l'armée. Et donc, ce qu'on va voir, c'est l'Europe qui se fractionne et la fin de l'Union européenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Abonnez-vous, mettez un like et je vous dis à bientôt.